bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines de Saladin et son contexte historique. Né au XIIe siècle, Saladin, ou Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, émane d'une lignée kurde originaire des montagnes du nord de l'Irak actuel. Son enfance se déroule dans un contexte géopolitique complexe où le croisement d'influences culturelles et religieuses façonne l'Orient médiéval. La région est alors marquée par des rivalités entre diverses puissances musulmanes et chrétiennes, dont les croisades européennes, qui se préparent à modifier profondément l'équilibre du Moyen-Orient. Son père, Najm al-Din Ayyub, occupe une position importante au sein des gouvernements locaux et militaires. Cette position familiale offre à Saladin une éducation solide, mêlant apprentissage militaire, culturel et religieux. L'environnement dans lequel il grandit est ainsi imprégné de traditions kurdes, mais également d'un engagement dans les affaires politiques et guerrières de la région, un terrain où les alliances et les rivalités jouent un rôle crucial. Dès son plus jeune âge, Saladin est conscient des tensions entre les différentes factions qui se disputent le pouvoir au Levant. Il observe les incursions des forces chrétiennes venues d'Occident, prenait notamment les campagnes conduites par les croisés. Ces derniers ont instauré des États latins au cœur du Moyen-Orient, ce qui suscite de vives réactions parmi les musulmans, fracturés mais décidés à résister. Le contexte historique où évolue Saladin est celui des affrontements constants pour le contrôle des lieux saints, en particulier Jérusalem. Cette ville est au centre des préoccupations des puissances chrétiennes et musulmanes. Chaque camp considère ce lieu comme vital, tant sur le plan spirituel que stratégique. C'est ce contexte qui va orienter les choix futurs de Saladin, solidifier son rôle de leader militaire et politique. La noblesse kurde de Saladin n'est pas simplement une appartenance ethnique. Elle est aussi liée à un cadre d'honneur et d'obligations sociales fondé sur des valeurs d'intégrité et de défense des faibles. Ces principes influencent sa conception du leadership, qui repose sur la justice et la stabilité plutôt que sur la simple force brutale. Ce modèle de pouvoir, alors insuffisamment répandu, contribue à asseoir sa réputation naissante. Le monde musulman, divisé entre différentes dynasties, notamment les Fatimides et les Zanjides, offre un terrain politique mouvant. Saladin entre au service de cette dernière famille qui cherche à défendre et à restaurer l'unité territoriale menacée par l'expansion chrétienne. Cette alliance conditionne ses premiers succès grâce à une capacité stratégique peu commune à anticiper les mouvements adverses. Saladin acquiert son expérience initiale au contact direct de grandes figures militaires, comme Nur ad-Din, prince zengide puissant et influent. Ce dernier devient non seulement un mentor, mais une source d'inspiration politique. Sous son égide, Saladin apprend à combiner la diplomatie avec la force, prenant conscience que les conflits ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les sphères du pouvoir. Par ailleurs, l'éducation de Saladin ne néglige pas les sciences et la théologie, essentielles à la formation équilibrée d'un dirigeant musulman. L'étude des textes religieux le persuade que la guerre doit être conduite selon des principes moraux stricts. Ces principes, bien que souvent mis à l'épreuve, nourrissent sa responsabilité envers les populations qu'il gouverne et protège. Sur le plan militaire, Saladin montre rapidement des talents remarquables pour organiser et motiver ses troupes. Il développe une vision stratégique innovante, privilégiant la coordination et la surprise. Ces qualités se déploient alors que la résistance musulmane aux États croisés prend de l'ampleur, donnant naissance à plusieurs campagnes victorieuses
qui renforceront sa notoriété. Le contexte culturel et religieux du Moyen-Orient de cette époque est un mélange complexe d'orientations chiites et sunnites, avec des tensions internes parfois aussi sévères que les conflits avec les puissances occidentales. Saladin, appartenant à la mouvance sunnite, doit souvent naviguer entre différentes factions, renforçant son rôle de médiateur aussi bien que de chef militaire. Saladin incarne ainsi une figure de transition entre un monde fragmenté et la proposition d'un ordre plus unifié. Sa capacité à rassembler des alliés issus de confessions et d'origines variées souligne sa diplomatie pragmatique. Cette aptitude contribue à changer durablement le paysage politique du Moyen-Orient, préparant le terrain pour les conquêtes à venir. Malgré les défis et les rivalités internes, Saladin conserve un objectif constant: libérer Jérusalem des mains des croisés et restaurer sa fonction symbolique dans l'islam. Cette mission influence toutes ses décisions, imprégnant chacune de ses actions d'une cohérence stratégique rare. Sa détermination s'inscrit dans une vision globale du conflit entre l'Orient musulman et l'Occident chrétien. Enfin, les événements externes, comme le soutien des royaumes européens aux croisades, ajoutent à la complexité du contexte où Saladin évolue. Il doit donc s'adapter en permanence à un jeu diplomatique qui dépasse les frontières, intégrant informations, alliances et oppositions multiples. Cette maîtrise progressive du pouvoir international contribue à asseoir sa légende. Au croisement de son héritage kurde, de ses expériences militaires et de son rôle politique, Saladin se distingue comme une figure essentielle du Moyen-Âge. Son parcours initial, dans ce contexte turbulent, jette les bases d'un destin marqué par la stratégie, la diplomatie et un sens aigu de l'honneur. Cette base solide prépare les épisodes ultérieurs de ses conquêtes qui seront examinés dans la suite de cette étude. L'ascension de Saladin dans la hiérarchie militaire Saladin, né dans la région de Tikrit à la fin du XIe siècle, commence sa carrière militaire dans un contexte mouvementé. Son arrivée en Égypte, un territoire sous contrôle fatimide à cette époque, marque le début d'une progression rapide au sein de l'armée. Initialement, il occupe des fonctions subalternes qui lui permettent d'acquérir une expérience concrète du commandement et de la logistique militaire. L'intégration dans l'armée fatimide représente pour lui un apprentissage précieux. Saladin démontre très tôt une aptitude à comprendre les dynamiques complexes des forces en présence. Son rôle initial consiste à superviser des garnisons et à veiller au maintien de l'ordre dans des régions stratégiques. Ses premières responsabilités lui donnent l'opportunité de forger son sens de l'organisation et d'établir des relations utiles avec des officiers de divers horizons. Au fil des années, son nom devient synonyme de discipline et d'efficacité. La rigueur dont il fait preuve inspire confiance à ses supérieurs. Ses talents de stratège se manifestent notamment dans la façon dont il planifie les mouvements de troupes et dans sa capacité à anticiper les réactions de l'ennemi. Cette compétence tactique, essentielle dans le contexte des croisades, contribue à son ascension dans la hiérarchie militaire. La période en Égypte est également marquée par des transformations politiques qui influencent directement son parcours. Le pouvoir central fatimide commence à décliner, ce qui crée un espace pour des personnalités capables de restaurer l'ordre et de renforcer l'État. Saladin profite de cette situation pour étendre progressivement son influence, tant militaire que politique. Il devient rapidement un allié clé du vizir Nour ad-Din, qui règne alors sur une partie du territoire syrien. Cette alliance stratégique permet à Saladin d'élargir son champ d'action au-delà des frontières égyptiennes. Il dirige des campagnes militaires dans la région et se charge d'administrer les zones conquises, démontrant sa double compétence militaire et administrative. La montée en puissance de Saladin s'accompagne d'un leadership caractérisé par la prudence et la diplomatie. Il évite les affrontements inutiles lorsqu'une solution pacifique est envisageable,
tout en maintenant une préparation constante à la guerre. Cette posture équilibre les intérêts des différentes factions et renforce sa position. Une étape importante de sa carrière survient lorsqu'il est nommé sultan d'Égypte. Cette investiture représente la reconnaissance institutionnelle de son autorité et marque le début d'une ère nouvelle. Sous son commandement, l'armée égyptienne est réorganisée et modernisée, ce qui améliore notablement son efficacité sur le terrain. L'expansion de ces domaines sous contrôle s'accompagne d'une politique de consolidation des territoires conquis. Saladin met en place des structures administratives solides afin d'assurer une gouvernance stable et durable. Cette stratégie contribue à asseoir sa légitimité et à offrir une base solide pour les campagnes futures. Tout au long de cette ascension, il maintient une attention constante aux aspects religieux et culturels. Son respect envers les traditions islamiques influence ses décisions et lui permet de gagner le soutien des populations locales. Cette dimension morale est un élément important de sa popularité et de la cohésion qu'il instaure au sein de ses forces. La réputation de Saladin comme stratège ne cesse de croître, renforcée par ses succès militaires et sa capacité à unifier diverses factions. Son habileté à négocier avec les croisés et à exploiter leurs faiblesses contribue aussi à consolider sa position. Les différentes campagnes auxquelles il prend part témoignent de sa maîtrise des enjeux à la fois sur le plan militaire et diplomatique. Parmi les réalités historiques qu'il rencontre, figurent des défis tels que la coordination des forces, le ravitaillement sur des terrains parfois difficiles et la gestion des alliances changeantes. Sa méthode, fondée sur la prudence et la flexibilité, s'adapte efficacement à ces contraintes. Cette approche lui permet de tirer parti des circonstances tout en minimisant les risques. Le rôle de Saladin dépasse celui d'un simple chef militaire. Il assume aussi des fonctions politiques cruciales, notamment la gestion des relations avec les différentes puissances de la région. Sa capacité à dialoguer, à négocier des accords et à maintenir une cohésion interne fait partie intégrante de son succès. Ainsi, il apparaît comme un leader complet, alliant force et sagesse. Ce parcours se déroule pendant une période historique marquée par une intensification des conflits entre croisés et monde musulman. La rivalité pour le contrôle de territoires stratégiques génère une dynamique persistante, dans laquelle Saladin s'impose comme acteur majeur. Ces initiatives modifient durablement l'équilibre régional. En synthèse, le cheminement de Saladin au sein de l'armée fatimide est emblématique d'une évolution fondée sur l'expérience, l'intelligence stratégique et la capacité à naviguer dans un environnement politique complexe. Son ascension illustre l'importance de la combinaison entre compétences militaires et sens politique pour atteindre des positions élevées. Cette étape initiale de sa carrière annonce déjà les transformations à venir, qui marqueront non seulement l'Égypte, mais toute la région proche-orientale. Ses décisions stratégiques et sa gestion des relations diplomatiques posent les bases d'une influence durable. La continuité de ce récit conduira à explorer plus en détail ses confrontations directes avec les forces croisées et son rôle dans la reconquête de Jérusalem, la prise de pouvoir en Égypte et la consolidation du pouvoir. Au cours de la seconde moitié du XIIe siècle, le paysage politique de l'Égypte était marqué par une dynamique complexe. La dynastie fatimide, chiite et installée à Fatimide, régnait depuis plusieurs siècles, mais son pouvoir s'affaiblissait sous le poids de défis internes et externes. Le contexte régional mêlait ambition locale et pression croisée des forces environnantes, notamment les croisés et divers acteurs du monde islamique sunnite. C'est dans cette période incertaine que Saladin fit son apparition, affirmant progressivement son influence par une combinaison habile de moyens militaires, politiques et administratifs. Saladin, né en Tikrit et d'origine kurde,
avait acquis son expérience militaire et politique sous la tutelle de ses oncles, notamment sous Nur ad-Din, souverain d'Alep et d'Édesse. Chargé initialement d'administrer l'Égypte au nom de Nur ad-Din, son objectif dépassait la simple conservation du pouvoir fatimide. La gestion de l'Égypte, sous domination fatimide, souffrait d'instabilité chronique aggravée par des luttes intestines, des crises économiques et des attaques constantes des croisés. Saladin devait non seulement stabiliser cette région, mais aussi en faire un bastion durable pour ses ambitions plus larges. L'arrivée de Saladin en Égypte en tant que vizir fut une étape clé. Rapidement, il sut manœuvrer au sein de la cour fatimide en affichant une prudence diplomatique remarquable. Le calife fatimide, au pouvoir largement symbolique, vivait des dernières années de son règne. À travers des actions calculées, Saladin gagna la confiance des élites, tout en renforçant sa position auprès de l'armée et des tribus locales. Son approche pragmatique de la gouvernance permit de désamorcer des tensions internes, évitant un effondrement total de l'autorité centrale. L'une des premières mesures de Saladin fut de réorganiser l'armée. Il favorisa l'intégration des forces kurdes et turques, créant une armée plus cohérente et disciplinée. La domination fatimide reposait jusque-là sur des contingents souvent fragmentés et peu fiables. En reconstituant une force militaire solide, Saladin posa les bases de l'ordre nécessaire à toute entreprise d'envergure. Parallèlement, il rénova les infrastructures publiques, notamment les systèmes d'irrigation, essentiels pour l'économie agricole égyptienne. La dimension religieuse occupa une place particulière dans la montée en puissance de Saladin. Originellement sunnite, il entreprit une politique progressive d'intégration de l'islam sunnite, souvent marginalisé sous la dynastie fatimide. Cette transition fut délicate, car la majorité de la population et les cadres administratifs étaient pour la plupart chiites ismaéliens. Saladin sut contourner les oppositions en adoptant une tactique graduelle, sans rupture brutale. Il réinstaura les lois sunnites, en particulier la jurisprudence malikite, et encouragea la construction de mosquées et d'écoles coraniques, contribuant ainsi à un changement culturel profond. Sur le plan politique, Saladin s'imposa comme un médiateur capable de négocier avec diverses factions internes, mais aussi avec les puissances extérieures. Sa légitimité ne reposait pas uniquement sur la force, mais également sur une vision politique à long terme. La chute progressive de la dynastie fatimide fut soigneusement orchestrée. En 1797, Saladin fit proclamer la fin du califat fatimide et rétablit l'autorité du califat abbasside de Bagdad sur l'Égypte. Cette manœuvre, d'une grande portée symbolique, renforça son image de souverain légitime et rassembla sous son égide une vaste coalition sunnite. L'intégration de l'Égypte à un espace islamique sunnite unifié permit à Saladin de mobiliser des ressources considérables au-delà du Nil. La réunification joua un rôle crucial dans la résistance aux croisés, car elle favorisait une coopération militaire et politique accrue entre l'Égypte et la Syrie. La consolidation du pouvoir fut aussi marquée par la mise en place d'une administration centralisée efficace. Saladin mit en place un système fiscal rénové, réduisant la corruption et augmentant les recettes de l'État. Il nomma des fonctionnaires compétents, souvent issus de milieux divers, assurant une gestion plus professionnelle. La politique extérieure de Saladin fut également caractérisée par une diplomatie mesurée. Plutôt que d'opter pour des confrontations inutiles, il privilégia l'établissement d'alliances et de traités temporaires, permettant de gagner du temps pour renforcer ses forces internes. Ses relations avec Nur ad-Din restèrent complexes, oscillant entre coopération et rivalité. Mais cette ambivalence servit à maintenir l'équilibre des pouvoirs en faveur de Saladin. La maîtrise des flux commerciaux et la sécurisation des routes terrestres et fluviales furent des priorités,
contribuant à la prospérité de l'Égypte. Le régime de Saladin en Égypte posa ainsi les fondements d'un État robuste, capable de résister aux pressions extérieures, tout en garantissant un minimum de stabilité sociale. Sa politique de centrage religieux sur le sunnisme, alliée à une gestion administrative rigoureuse, permit d'éviter les grands affrontements sectaires qui auraient pu déstabiliser la région durablement. Par ailleurs, la restauration de l'ordre économique facilita la reprise de l'agriculture et des échanges, renforçant le tissu social urbain et rural. En somme, la prise de pouvoir de Saladin en Égypte fut un processus graduel, fondé sur un équilibre subtil entre diplomatie, stratégie militaire et réformes internes. Cette étape fut décisive non seulement pour l'histoire de l'Égypte, mais également pour la configuration régionale du Moyen-Orient au Moyen-Âge. L'autorité renouvelée qu'il établit servit de base à ses campagnes ultérieures contre les croisés, consolidant ainsi sa réputation de stratège et de leader politique hors pair. Le chemin parcouru par Saladin pour transformer un territoire instable en un État puissant illustre son habileté à conjuguer rigueur administrative et tactique diplomatique. La disparition progressive du pouvoir fatimide ne signa pas seulement une transition dynastique, mais une refonte profonde du paysage politique et religieux. Cette consolidation de l'Égypte sunnite ouvrit la voie à une période de relative paix et de coopération entre les différentes composantes du monde islamique, malgré la poursuite des affrontements avec les forces occidentales. Une fois ces bases solidement établies, Saladin put envisager ses ambitions plus vastes, notamment la reprise de territoires occupés par les croisés. La nouvelle stabilité intérieure lui offrait les moyens nécessaires pour planifier ses campagnes militaires avec méthode et patience. C'est donc sur cette consolidation du pouvoir en Égypte que reposaient ses succès futurs, démontrant l'importance d'une vision politique cohérente alliée à une exécution rigoureuse. Ce chapitre de l'histoire demeure un exemple frappant de la manière dont un dirigeant peut transformer une situation fragile en une force durable, en s'appuyant sur une approche équilibrée entre force et diplomatie. La solidité acquise grâce à ces réformes fut un pilier essentiel de la résistance islamique face aux défis que représentaient les croisés lors des années suivantes. La suite de cette histoire montrera comment Saladin, fort de son assise en Égypte, sut étendre son influence et affirmer son rôle majeur dans les conflits qui marquèrent cette époque. La résistance contre les croisés et la stratégie militaire. La lutte de Saladin contre les forces chrétiennes pendant les croisades représente un moment charnière dans l'histoire du Moyen-Âge, alliant habilement stratégie militaire et diplomatie. Maîtriser les subtilités de cette résistance exige une compréhension approfondie du contexte géopolitique et des réalités culturelles de l'époque. Saladin, dont le nom véritable est Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, émergea comme un chef capable d'unifier les factions musulmanes dispersées, mettant de côté les rivalités internes pour affronter un ennemi commun. Ce contexte singulier dessine la toile de fond de son parcours militaire et politique qui reste admiré pour son efficacité et son pragmatisme. Les croisades avaient déployé une pression constante sur les territoires musulmans, notamment en Palestine et en Syrie, où les forces chrétiennes tentaient de consolider leurs gains obtenus lors de la première croisade. Saladin prit conscience que la division entre les différents États musulmans affaiblissait leur capacité de résistance. En réponse, il travailla méthodiquement à créer une coalition soudée, réconciliant des chefs politiques et militaires souvent rivaux, une tâche qui demandait autant de tact que de fermeté. Ce succès diplomatique fut essentiel pour établir une base stable sur laquelle il put bâtir ses opérations militaires. L'une des caractéristiques clés de la stratégie de Saladin fut sa capacité à allier prudence et audace au combat. Plutôt que d'adopter une posture purement défensive,
il privilégiait des campagnes offensives bien planifiées, cherchant à déstabiliser les positions adverses par des manœuvres rapides et coordonnées. Son armée se montrait particulièrement mobile, avec des forces légères capables de harceler les lignes ennemies, limitant ainsi leurs mouvements et provoquant des désorganisations. Cette approche contrastait avec la force brute souvent employée par les croisés et permit de compenser en partie un désavantage numérique. Au-delà du champ de bataille, Saladin usa aussi de moyens politiques pour affaiblir ses adversaires. Connaissant l'importance des alliances avec les principautés chrétiennes locales, il tenta plusieurs ouvertures pour réduire l'hostilité et isoler les croisés les plus belliqueux. Les négociations, même ponctuelles, furent des instruments précieux, apportant à la fois temps et ressources. Ces initiatives témoignent d'une vision stratégique globale, où la victoire ne dépendait pas uniquement des armes, mais aussi de la capacité à jouer sur les dynamiques humaines et politiques. Le moment le plus emblématique de cette période reste sans doute la reconquête de Jérusalem en l'an 1187. Cette cité, revêtue d'une importance religieuse majeure pour les trois religions monothéistes, avait été prise par les croisés presque un siècle auparavant. La manière dont Saladin conduisit cette campagne illustre son habileté à conjuguer fermeté militaire et clémence après la victoire. Il prépara l'assaut avec soin, évitant les affrontements frontaux inutiles, privilégia le siège et la fatigue progressive des défenses ennemies. Dans son approche, il témoigna d'un souci de minimiser les souffrances, refusant des massacres que redoutaient les populations locales. Les alliances forgées par Saladin se révélèrent également cruciales lors des batailles décisives, comme celle de Hattin, où ses troupes infligèrent une défaite retentissante aux croisés. Cette victoire permit d'ouvrir la voie vers la reconquête des territoires occupés. Toutefois, au-delà de la tactique militaire, elle fut rendue possible par l'unification et la discipline d'une coalition qui avait su transcender les différences régionales et religieuses propres au monde musulman de l'époque. Saladin, en chef avisé, s'assura que son commandement fut respecté non seulement par la force, mais aussi par une légitimité largement reconnue. Il est également important de mentionner que la résistance de Saladin ne fut pas isolée sur le plan militaire. Les forces musulmanes bénéficiaient d'un soutien logistique sophistiqué, incluant un réseau d'approvisionnement bien organisé et des communications efficaces. Ces éléments, souvent sous-estimés dans les récits traditionnels, furent fondamentaux pour maintenir la cohésion et la combativité des troupes sur des fronts souvent étendus et difficiles. Ils illustrent une compréhension fine des enjeux liés à la guerre médiévale, où la capacité à maintenir l'armée sur le terrain pouvait faire basculer le cours des opérations. Saladin sut également utiliser avec mesure la symbolique religieuse pour galvaniser ses troupes et renforcer son autorité. S'il évitait tout excès fanatique pouvant diviser davantage ses alliés, il comprit l'importance de la foi comme moteur social et moral. Son image de justicier pieux participa à fédérer autour de lui une large base populaire, nourrissant une résistance à la fois pragmatique et empreinte de spiritualité. Cette combinaison renforçait la cohésion au sein d'un groupe hétérogène, devenu plus qu'une simple armée conventionnelle. À travers les campagnes, on observe également que Saladin maintenait une discipline rigoureuse, imposant à ses soldats une conduite qui visait à préserver la réputation de l'ensemble des forces musulmanes. Cette politique évitait les exactions qui auraient pu aliéner les populations locales ou provoquer des représailles dévastatrices. Ainsi, dans une époque marquée par la brutalité des conflits, il se distingua par une éthique de la guerre qui contribua à asseoir sa légende non seulement comme stratège, mais aussi comme homme d'honneur. Il faut enfin souligner que la capacité de Saladin à faire face aux croisades s'inscrivait dans une tradition militaire riche,
où les leçons héritées des prédécesseurs s'alliaient à ses innovations personnelles. Sa maîtrise des terrains variés du Levant, sa compréhension des tactiques occidentales et orientales, ainsi que sa faculté d'adaptation furent autant d'atouts décisifs. Sa stratégie intégrait une vision à long terme, cherchant non seulement à remporter des batailles, mais à garantir la stabilité des territoires reconquis, préparant ainsi un équilibre durable entre les différents peuples de la région. Cette période consacrée à la résistance contre les croisés révèle combien Saladin fut un acteur central, capable de conjuguer diplomatie, guerre et gouvernance. Son héritage dépasse largement la sphère militaire pour toucher aux fondements politiques et culturels du Moyen-Orient. C'est une histoire où les défis de l'unité, de la stratégie et de l'éthique s'entrelacent avec la complexité d'une époque troublée et passionnante. À mesure que l'on avance dans cette exploration, il devient clair que la figure de Saladin offre une clé essentielle pour comprendre non seulement les croisades, mais aussi les dynamiques qui ont façonné le monde islamique et chrétien au tournant du deuxième millénaire. Son parcours, entre réalisme politique et conviction personnelle, ouvre la voie à une analyse plus profonde des relations interculturelles et des mécanismes du pouvoir à cette période cruciale. Cette réflexion permet d'envisager la suite de son influence dans les chapitres suivants, où stratégie et humanité continuent de s'entrelacer. La reconquête de Jérusalem et ses enjeux. La reconquête de Jérusalem par Saladin en l'an 1187 représente un moment charnière dans l'histoire des croisades et dans l'équilibre politique et religieux du Proche-Orient médiéval. Saladin, autrement nommé Salah ad-Din, était avant tout un stratège habile et un diplomate avisé. Son parcours commence bien avant cette campagne décisive, enraciné dans un contexte de division et d'instabilité chez les États croisés et musulmans. Né vers l'an 1136, Saladin appartint à une famille kurde influente et reçut une éducation soignée, mêlant culture militaire et connaissances islamiques. Il gravit rapidement les échelons sous la tutelle de son oncle niçois, Nur ad-Din, qui lui transmit l'ardeur du djihad contre les envahisseurs chrétiens. À la mort de son oncle, Saladin hérita d'un vaste territoire et se concentra sur la consolidation de son autorité dans la région, en particulier en Égypte, qu'il prit sous son contrôle en 1169. Cette maîtrise de l'Égypte fut déterminante. Saladin imposa un régime centralisé, stabilisa l'économie et constitua une armée solide, regroupant divers contingents musulmans. Il sut également manœuvrer habilement sur le plan diplomatique, nouant des alliances stratégiques avec différentes factions. Son projet dépassait la simple reconquête territoriale. Il visait à unifier les terres musulmanes face à la menace des États latins, créant ainsi une formidable coalition. Le contexte géopolitique était complexe. Les États latins, bien qu'implantés en Terre Sainte depuis plusieurs décennies, étaient affaiblis par des divisions internes et des rivalités politiques. La ville de Jérusalem avait été prise par les croisés en 1199, transformée en centre religieux et symbolique majeur pour la chrétienté. Pour Saladin, récupérer cette cité n'était donc pas seulement une victoire militaire, mais un enjeu religieux de grande portée. Les préparatifs de la campagne pour Jérusalem furent minutieux. Saladin mobilisa ses troupes avec une discipline rigoureuse et veilla à maintenir la cohésion entre les différentes composantes de son armée. Il évita les affrontements prématurés, préférant des stratégies d'usure et de siège qui affaibliraient progressivement les défenses croisées. En parallèle, il entretenait une image de chevalier juste et respectueux, ce qui contribua à légitimer son autorité aux yeux des populations locales. La bataille la plus significative se déroula près d'Hattin en 1187. Cette confrontation fut un tournant décisif.
Saladin déploya ses forces de manière à encercler et affamer l'armée chrétienne commandée par le roi Guy de Lusignan. Les croisés, épuisés et mal préparés, furent vaincus de manière définitive, ouvrant la voie à la reconquête de Jérusalem. Cette victoire fut autant militaire que symbolique, consolidant le prestige de Saladin dans toute la région. La prise de Jérusalem elle-même se déroula sans effusion de sang excessive, reflet de la politique de clémence de Saladin. Après plusieurs semaines de siège, les défenseurs acceptèrent de capituler et la ville fut restituée aux autorités musulmanes. Saladin permit aux pèlerins chrétiens d'accéder aux lieux saints moyennant un tribut, évitant ainsi des tensions inutiles. Cette attitude pragmatique renforça l'image d'un chef équilibré, soucieux de préserver une coexistence pacifique malgré les affrontements passés. Sur le plan politique, cette reconquête eut des répercussions majeures. Elle ébranla les espoirs chrétiens de permanence en Terre Sainte et déclencha une nouvelle croisade en réponse. L'autorité de Saladin s'affirma davantage sur les territoires musulmans, lui conférant le rôle de protecteur de l'islam face à la menace occidentale. Il fut également perçu comme un symbole d'unité pour les factions souvent divisées, favorisant un sentiment d'appartenance collective. Historiquement, cette période illustre l'interaction complexe entre foi, pouvoir et stratégie militaire. Le récit de Saladin dépasse la simple opposition entre chrétiens et musulmans, mettant en lumière la manière dont un leader peut ajuster son action en fonction de réalités multiples. Sa capacité à allier force et diplomatie, prudence et audace, lui permit de redessiner durablement la carte politique du Moyen-Orient médiéval. Le mythe qui entoure Saladin s'est construit aussi sur sa réputation d'équité et d'humanité, qui contrastait avec certaines violences des croisades. Cette image fut alimentée par des chroniqueurs des deux camps, contribuant à forger un personnage complexe et respecté au-delà des frontières religieuses. Néanmoins, il convient de souligner que ces décisions étaient avant tout guidées par un pragmatisme politique nécessaire à la survie de ses États. Au-delà de la reconquête matérielle, Saladin engagea une véritable stratégie globale pour défendre l'espace musulman des incursions latines. Son action s'étendit sur plusieurs fronts, consolidant les alliances et renforçant les défenses. La reconquête de Jérusalem apparut comme l'aboutissement visible d'une politique patiente et méthodique, fruit d'une vision à long terme. L'importance de cet événement est aussi liée à sa dimension symbolique. Jérusalem, au cœur de plusieurs traditions religieuses, incarne un enjeu suprême. Sa reconquête par Saladin en 1187 fut perçue comme un signe fort pour les musulmans, renforçant le sentiment de justice et de restauration. Ce geste provoqua simultanément un choc en Europe, qui réagit par une mobilisation accrue en vue de nouvelles expéditions. En somme, l'histoire de Saladin et de sa campagne pour Jérusalem illustre comment la convergence de qualités militaires, diplomatiques et politiques peut transformer le cours des événements. Sa démarche équilibrée, combinant usage raisonné de la force et volonté d'apaisement, demeure un exemple marquant dans l'histoire des conflits médiévaux. La période qui suivit cette reconquête fut marquée par des tensions, mais aussi par une coexistence relative, témoignant du caractère nuancé de ces relations croisées. Ce tableau complet de la reconquête s'inscrit donc dans une continuité historique complexe, mêlant ambition territoriale, conviction religieuse et enjeux diplomatiques. Il ouvre la voie à une meilleure compréhension des influences réciproques entre mondes arabes et chrétiens au Moyen Âge. Ce moment clé prépare ainsi la transition vers les développements ultérieurs des croisades et les interactions qui en découlèrent, diplomatie et relations avec les royaumes croisés. Saladin est reconnu non seulement pour ses exploits militaires, mais aussi pour son habileté diplomatique
qui a marqué les relations avec les royaumes croisés. Après des années de conflits, il a su instaurer un climat de négociation et de respect mutuel, fondé sur des règles tacites et une compréhension pragmatique des enjeux politiques et religieux de cette époque. Sa réputation d'homme d'honneur reposait en grande partie sur sa capacité à équilibrer fermeté et souplesse dans ses dialogues avec des adversaires souvent farouchement opposés. Les négociations entre Saladin et les seigneurs croisés étaient souvent complexes, impliquant des discussions sur des questions territoriales, des échanges de prisonniers et des arrangements pour la coexistence temporaire. Malgré les hostilités passées, ces échanges étaient guidés par une volonté commune d'éviter des affrontements prolongés qui auraient affaibli durablement les deux camps. Saladin manifestait un pragmatisme remarquable, conscient que la guerre ne pouvait être une solution constante. Il s'inscrivait dans une tradition diplomatique musulmane et médiévale où la parole tenue et le respect des accords étaient essentiels à la stabilité régionale. Un élément central de ces relations était le respect d'un code d'honneur partagé, même si les visions religieuses différaient profondément. Saladin s'efforçait de traiter avec courtoisie et justesse les captifs chrétiens, ce qui renforçait sa légitimité comme interlocuteur fiable. Cette attitude contrastait parfois avec celle de certains croisés, où la dureté dominait, mais la grandeur politique de Saladin dépassait souvent ces différences en mettant l'accent sur l'humanité commune et les règles diplomatiques. Ainsi, les échanges avec des figures telles que Richard Cœur de Lion occupaient une place importante dans cet équilibre fragile. Au-delà des simples arrangements bilatéraux, des traités temporaires furent conclus pour réguler la circulation des pèlerins et la sécurisation des routes principales, éléments souvent sous-estimés. Saladin comprenait l'importance symbolique du pèlerinage pour les deux communautés et sa protection pouvait être un terrain d'entente stabilisant. Ces initiatives démontraient une vision qui alliait justice, sécurité et respect des croyances, même si la paix restait précaire. Les négociations prenaient aussi en compte la nécessité de maintenir des forces suffisantes pour défendre les territoires, évitant ainsi que les trêves ne se transforment en interludes de faiblesse injustifiée. Saladin employait parfois des moyens diplomatiques discrets, tels que des cadeaux et des échanges culturels, pour renforcer les liens avec certains seigneurs croisés. Ces gestes avaient une fonction politique claire, illustrant une capacité à conjuguer stratégie et diplomatie. Le respect dont il faisait preuve envers ses interlocuteurs contribua à tempérer les haines traditionnelles. Par ailleurs, il savait exploiter les dissensions internes au sein des royaumes croisés, ce qui facilitait les négociations. Sa capacité à lire ces enjeux démontre une intelligence politique fine, fondée sur l'observation et une certaine flexibilité adaptative. L'histoire retient également les conférences et rencontres souvent tenues dans des lieux neutres, où la forme même du dialogue respectait un protocole rigoureux. Saladin veillait à ce que ses représentants soient bien instruits dans l'art de la négociation, transmettant un respect formel aux traditions occidentales, tout en affirmant sa propre position. Cet équilibre entre fermeté politique et courtoisie diplomatique contribuait à éviter des malentendus qui auraient pu relancer les conflits. Ces moments moins spectaculaires que les batailles étaient cependant tout aussi décisifs pour la pérennité des acquis militaires. Cette volonté diplomatique s'exprimait aussi dans la gestion des prisonniers, où Saladin se montrait généralement clément. Contrairement à certains croisés qui pratiquaient l'exécution systématique, il préférait les rançons ou échanges, techniques qui favorisaient une économie de la guerre plus raisonnée. Cette attitude économique et stratégique dans la gestion humaine offrait une alternative aux violences récurrentes. Elle participait à son image d'homme mesuré et digne,
ce qui facilitait la réouverture des voies de négociation après les combats. Il était par ailleurs conscient que le traitement humain des ennemis pouvait être un atout dans la guerre de l'opinion. En étudiant les correspondances diplomatiques de cette époque, on constate que Saladin utilisait un langage clair mais ferme, visant à rassurer ses interlocuteurs sur ses intentions tout en affirmant sa détermination. Ce style d'échange évitait les provocations inutiles et préservait une forme de respect mutuel. À travers cette posture, il contrôlait les escalades et préparait ainsi le terrain à d'éventuels compromis. La négociation s'inscrivait donc dans une logique de dialogue contrôlé, où chaque mot et chaque geste étaient pensés pour maintenir un fragile équilibre entre rivalité et coexistence. Le contexte religieux jouait un rôle important dans ces négociations, avec une contextualisation des positions respectives. Saladin, tout en étant un défenseur fervent de l'islam, savait reconnaître les réalités multiconfessionnelles du Proche-Orient. Cette reconnaissance favorisait un climat où la coexistence, bien que temporaire, pouvait être acceptée. Même si la paix complète était illusoire, des accords ponctuels sur des zones spécifiques ou des périodes précises permettaient de ménager des respirations. Cette dimension religieuse était donc prise en compte avec pragmatisme, loin des excès fanatiques qui auraient condamné toute entente. La diplomatie de Saladin s'inscrit dans un cadre plus large de négociations médiévales, où la guerre et la paix sont étroitement imbriquées. Les concessions faites par l'un comme par l'autre étaient souvent calculées, avec une conscience aiguë des rapports de force. Il ne s'agissait pas de capitulation, mais d'un jeu stratégique où chaque partie conservait ses objectifs à long terme tout en acceptant des trêves. Saladin fut ainsi autant un stratège militaire qu'un diplomate soucieux de préserver la stabilité et la continuité politique dans un environnement instable. Tout en consolidant son pouvoir territorial, il utilisait la diplomatie pour gagner du temps et affaiblir ses adversaires par des divisions internes. Il favorisa parfois des alliances surprenantes, fondées sur des intérêts communs qui, bien que fragiles, permirent de tempérer les conflits. Cette capacité à utiliser la diplomatie comme prolongement tactique de la guerre amplifia son aura de leader habile et réfléchi. Se basant sur une vision à moyen terme, il sut préparer des conditions plus favorables pour ses campagnes militaires futures. Le respect pour Saladin s'étendit au-delà de son propre camp, et même certains chroniqueurs occidentaux reconnurent sa grandeur d'âme et ses compétences diplomatiques. Ces témoignages montrent combien sa démarche avait peu d'égal dans une époque où la brutalité pouvait souvent prévaloir. Il incarnait l'idéal d'un chef capable d'articuler force et sagesse, affirmant ses intérêts sans renier des principes essentiels à une coexistence fragile. Cette image contribua dans l'histoire à forger la légende de ce grand personnage tout autant que ses victoires sur le champ de bataille. Les accords, parfois fragiles et temporaires, conclus avec les royaumes croisés, témoignent d'une diplomatie active et patiente qui considérablement différencia Saladin de nombreux chefs militaires contemporains. Sa capacité à négocier sous la pression d'un contexte difficile permit de maintenir une certaine stabilité, au moins localement. Ces épisodes moins connus méritent une attention particulière pour comprendre l'ensemble de son action politique et militaire, car ils révèlent la complexité des relations dans une région en proie aux conflits incessants. Il est aussi essentiel de souligner que Saladin fut conscient des limites de la diplomatie dans un climat où le fanatisme et les ambitions personnelles pouvaient rapidement faire capoter les accords. Sa ténacité dans les négociations ne signifiait pas une naïveté, mais bien une volonté rationnelle de bâtir des compromis durables malgré les nombreux obstacles. Le recours fréquent à la guerre n'était qu'un dernier recours lorsque tous les moyens diplomatiques avaient été épuisés. Cela souligne une approche nuancée,
où la politique et la stratégie s'entrelacent pour définir le rôle de Saladin dans cette période charnière. Ainsi, à travers ces échanges de grande importance, s'établit une forme de coexistence éphémère permettant d'éviter un chaos total. La diplomatie de Saladin fut un pivot central dans la stabilisation relative du Proche-Orient au cours des années cruciales suivant la reconquête de Jérusalem. Son aptitude à conjuguer respect, fermeté et réalisme se révèle être une clé de son succès durable. Cette réflexion sur la diplomatie médiévale ouvre la voie à une analyse plus approfondie des mécanismes de pouvoir et d'influence dans un contexte historique turbulent auquel il a su répondre avec finesse. Cet examen des relations diplomatiques entre Saladin et les royaumes croisés invite à poursuivre la découverte avec l'étude de ses stratégies militaires et la manière dont elles se conjuguent avec ses choix politiques pour former une œuvre cohérente et complète, l'organisation administrative des territoires conquis. Au cours de la période qui suit la conquête des territoires au Levant, Salah ad-Din met en place un système administratif soigneusement réfléchi afin de consolider son pouvoir et d'assurer la stabilité politique et sociale des régions sous son contrôle. Cette organisation repose sur une répartition équilibrée entre les fonctions militaires et civiles, garantissant la continuité des institutions tout en adaptant les structures aux réalités locales. Le premier défi auquel il fait face est de gouverner des territoires aux traditions variées et aux populations nombreuses et hétérogènes. Il s'appuie sur un réseau de gouverneurs locaux, souvent issus de l'élite religieuse ou militaire, dont la loyauté est assurée par des liens de fidélité personnelle et des intérêts communs. Ces responsables administrent au quotidien les affaires publiques, perçoivent les impôts et maintiennent l'ordre tout en restant sous l'autorité directe du commandant suprême. Parallèlement, Salah ad-Din organise une armée permanente, structurée en unités spécialisées et capable de se déplacer rapidement face aux menaces extérieures. Cette force n'est pas seulement un instrument de guerre, mais également un moyen d'affirmer la présence de l'autorité centrale dans les provinces lointaines. Le recrutement s'appuie souvent sur des engagements volontaires assortis d'avantages sociaux, ce qui renforce l'attachement des soldats à leur chef. L'administration économique joue aussi un rôle essentiel dans la stabilité de l'État. Salah ad-Din améliore les systèmes de collecte fiscale en introduisant des méthodes plus justes et adaptées aux ressources spécifiques de chaque région. Cette réforme vise à éviter les abus tout en garantissant un flux régulier de revenus pour financer les opérations militaires et les infrastructures publiques. Les aspects jurisprudentiels ne sont pas négligés. Salah ad-Din soutient les institutions judiciaires, principalement basées sur la charia, et veille à ce que les juges soient compétents et intègres. Il contrôle aussi les affaires religieuses, encourageant une pratique modérée de l'islam qui facilite la coexistence entre les différentes communautés et diminue les tensions sectaires. La diplomatie est un autre outil de gouvernance essentiel. En alternant négociation et démonstration de force, Salah ad-Din instaure des accords avec certains seigneurs locaux et même avec des représentants des croisés. Cette politique pragmatique permet d'éviter des conflits inutiles et favorise des périodes de paix relative, indispensables à la reconstruction et au développement des territoires. Un aspect moins connu mais tout aussi important concerne la gestion des infrastructures. Des travaux sont entrepris pour réparer et entretenir les routes, les fortifications et les réseaux d'approvisionnement en eau. Ces améliorations facilitent non seulement la mobilité des troupes, mais aussi le commerce et les échanges culturels, contribuant ainsi à la prospérité des régions conquises. Dans le domaine social, Salah ad-Din met en place des institutions caritatives inspirées de la tradition islamique telles que les waqf. Ces fondations permettent de financer des écoles, des hôpitaux
et des établissements de bienfaisance. Elles participent à renforcer le lien entre le pouvoir et la population en offrant des services nécessaires et en atténuant les inégalités. Cette organisation administrative repose également sur un système d'information efficace. Les agents envoyés par le gouverneur central rapportent régulièrement la situation dans chaque province, les besoins ainsi que les éventuelles menaces. Salah ad-Din peut ainsi ajuster ses politiques en fonction des données recueillies, montrant une volonté constante d'adaptation et de contrôle. Une autre caractéristique notable de cette période est la coexistence réglementée entre les différentes confessions et communautés ethniques. Le respect des lois religieuses propres à chaque groupe est garanti à condition que cela n'affecte pas l'ordre public. Cette politique pragmatique contribue à apaiser les tensions et à maintenir la paix intérieure. Enfin, la pérennité de ce système repose sur la capacité de Salah ad-Din à déléguer tout en conservant un contrôle centralisé. Il fait preuve de discernement dans la nomination des responsables et sait équilibrer les ambitions locales avec les intérêts de l'État. Ce modèle d'organisation influencera durablement les structures administratives des territoires musulmans pendant plusieurs générations. Ainsi, l'œuvre de Salah ad-Din ne se limite pas à ses succès militaires. Sa vision administrative combine discipline, justice et pragmatisme, personnalisant une gouvernance capable de s'adapter aux évolutions et aux défis de son temps. Cette approche mesurée pose les bases d'une autorité stable et respectée, renforçant l'héritage qu'il laisse derrière lui. Son exemple reste un témoignage précieux de l'art de gouverner en période de confrontation et de reconstruction. En suivant ces principes d'organisation, Salah ad-Din réussit à transformer les territoires nouvellement acquis en un espace cohérent où s'équilibrent pouvoir politique et bien-être social. Ce système sert de modèle à de nombreux dirigeants ultérieurs qui cherchent à concilier expansion militaire et administration efficace. Il demeure une illustration claire du rôle que peut jouer la gestion rigoureuse dans la réussite durable d'un empire. Cette analyse démontre à quel point l'administration constitue un pilier central dans la continuité de la domination de Salah ad-Din. Elle permet aussi de comprendre que la force de ce leader ne réside pas uniquement dans ses conquêtes, mais dans sa capacité à instituer une gouvernance équilibrée, efficace et respectueuse des réalités locales. Le chemin qu'il trace marque un tournant majeur dans l'histoire du Moyen-Orient médiéval, offrant une perspective renouvelée sur le rôle des institutions dans les périodes de crise et de transition. En se penchant sur ces aspects administratifs, il apparaît clairement que la réussite de Salah ad-Din ne dépend pas d'une seule qualité, mais d'un ensemble cohérent de stratégies complémentaires. Ce panorama permet d'apprécier la complexité et la profondeur de son action, dépassant ainsi la figure mythique pour révéler un homme d'État accompli. Il illustre également l'importance de la planification et du contrôle dans l'établissement d'une paix durable après une période de conflits intenses. La réflexion sur cette organisation administrative invite enfin à considérer les liens entre pouvoir militaire, justice, économie et diplomatie. La gestion des territoires conquis révèle un équilibre subtil entre autorité centrale et autonomie locale, entre fermeté et ouverture, entre tradition et modernisation. C'est cette capacité à conjuguer diversité et unité qui a assuré la pérennité de l'empire fondé par Salah ad-Din. Ainsi préparé, l'esprit peut aborder plus sereinement les événements qui suivent cette phase de consolidation. Le tableau se complète peu à peu avec les interactions internationales, les nouvelles dynamiques politiques et les développements culturels qui marqueront la suite de cette histoire fascinante. Le rôle de la religion dans la politique de Saladin. La vie et le règne de Saladin s'inscrivent profondément dans le contexte religieux et politique de son époque.
En tant que figure majeure de l'islam sunnite au XIIe siècle, il exploita avec prudence les symboles religieux pour asseoir son autorité légitime face à ses adversaires. Cette démarche s'inscrivait dans une époque où religion et pouvoir étaient étroitement imbriqués et où le mécénat religieux constituait un instrument essentiel pour renforcer le soutien populaire et politique. Saladin, conscient de cette réalité, fit de la croyance musulmane un pilier central de son énoncé politique. Son enracinement dans l'islam sunnite ne se limitait pas à une posture extérieure. Il eut recours à une connaissance profonde des textes sacrés et des traditions théologiques pour gouverner. Il s'appuya sur les écoles juridiques sunnites, notamment la madhab chaféite, prédominante en Égypte et au Levant. En respectant ses fondements religieux, il ne cherchait pas seulement à renforcer sa popularité, mais également à proposer un modèle d'autorité respectueux des normes de gouvernement en vigueur. Le concept de justice divine et l'importance de la charia devinrent des références constantes dans ses décisions politiques et militaires. À la différence de certains chefs militaires de son temps, Saladin sut multiplier les gestes symboliques qui marquaient le respect des rites religieux. Par exemple, son appui à la reconstruction de mosquées détruites ou dégradées illustrait ce souci d'unifier sous sa bannière non seulement des territoires, mais aussi des communautés légitimées par la foi. Il favorisa également la promotion d'établissements dédiés à la diffusion du savoir religieux, contribuant à un tel réseau d'écoles coraniques que son influence dépassa le simple cadre politico-militaire. Ses actions étaient perçues comme le reflet d'un pouvoir pieux et juste. Dans ses campagnes contre les croisés, l'autorité religieuse joua un rôle crucial. Saladin sut mobiliser cette dimension pour galvaniser ses troupes et asseoir une image de défenseur de la foi véritable. La conquête de Jérusalem, en l'an 1187, fut notamment présentée comme l'aboutissement d'une mission sacrée visant à restaurer un lieu saint profané. Cette victoire fut saluée dans l'ensemble du monde musulman, renforçant ainsi sa réputation d'homme envoyé par la volonté divine. Il conçut cette prise non comme une simple avancée territoriale, mais comme un acte chargé de signification spirituelle. Toutefois, Saladin fit preuve d'une certaine mesure dans sa gouvernance de ces territoires conquis, respectant parfois les traditions locales non musulmanes. Cette approche pragmatique témoigne de sa capacité diplomatique à éviter les affrontements sectaires inutiles. Sous son règne, les habitants de Jérusalem bénéficièrent d'une certaine protection, ce qui contraste avec les pratiques plus strictes de ses prédécesseurs ou adversaires. Ce respect des coutumes locales permit de maintenir une stabilité relative et d'éviter une révolte généralisée qui aurait pu affaiblir son pouvoir. Il utilisa également la figure du calife abbasside à Bagdad, bien que réduit à un rôle symbolique comme un instrument de légitimation. En se plaçant en défenseur du sunnisme orthodoxe sous la protection du califat, il renforça sa propre stature auprès des populations musulmanes. Cette alliance symbolique, bien qu'emplie de compromis politiques, établit un équilibre subtil entre les pouvoirs religieux centralisés et la réalité du pouvoir militaire sur le terrain. Ce mécanisme servit à distinguer sa politique de celle d'autres dirigeants rivaux dont la légitimité pouvait sembler plus contestée. Ses relations avec les institutions religieuses dépassèrent le cadre strictement politique. Saladin soutint la diffusion de l'éducation religieuse et la formation des ulémas, qui exerçaient une influence importante sur la société. Par ce biais, il contribua à la consolidation d'une communauté sunnite unifiée, capable de faire face aux pressions croissantes des forces européennes venues des croisades. Cet effort, combiné à sa politique de protection des lieux saints musulmans, dessina une rhétorique de résistance fondée sur la foi et la tradition. L'importance de la religion durant le règne de Saladin
ne doit pas être surévalué au détriment de ses capacités stratégiques et diplomatiques. Il sut conjuguer cette dimension spirituelle avec une fine compréhension des enjeux militaires et politiques. En cela, il demeure un exemple paradigmatique d'un dirigeant médiéval qui ne dissociait pas pouvoir temporel et légitimité religieuse, mais qui savait harmoniser ces deux sphères pour construire un empire durable et respecté. C'est cette cohérence qui explique en partie sa postérité remarquable. À travers cette lecture, il apparaît que la religion fut un outil aussi bien qu'une inspiration pour Saladin, consolidant sa position dans un environnement géopolitique mouvant. Son règne offre une illustration tangible de la manière dont la foi peut interagir avec la politique, non pas de manière dogmatique, mais comme vecteur de cohésion sociale et d'unité politique. Ce modèle de pouvoir s'avéra particulièrement efficace dans le contexte des croisades, où la division des mondes chrétiens et musulmans s'exacerbait. La subtilité de Saladin réside dans son aptitude à incarner à la fois un leader militaire et un guide spirituel légitime. Cette compréhension de l'interdépendance entre religion et politique éclaire bien les mécanismes qui permirent à Saladin de rassembler autour de lui des hommes et des territoires hétérogènes. Sa maîtrise des symboles religieux, combinée à un sens aigu de la diplomatie, créa les conditions nécessaires à la stabilité et à l'expansion de son empire. En gardant cette alliance entre croyance et gouvernance au centre de son action, il posa les fondations d'une domination qui dépassa sa propre époque en faisant un modèle reconnu jusqu'à aujourd'hui. Il importe de noter que, malgré la forte empreinte islamique de son pouvoir, Saladin n'ignora jamais l'importance des dialogues interculturels et religieux. Son respect affiché pour les populations chrétiennes et juives des territoires qu'il contrôlait illustre une politique mesurée. Cette approche favorisa une coexistence relative malgré les tensions inévitables. La politique de tolérance relative, dans la mesure où elle était possible, renforça l'image de Saladin en tant que dirigeant humain et pragmatique, soucieux de maintenir la paix et la prospérité dans un cadre pluriculturel. Enfin, la stratégie de Saladin démontra que la religion pouvait non seulement justifier le pouvoir, mais aussi le tempérer. Ses décisions laissèrent une marque durable sur le mode de gouvernance dans la région, influençant tant ses successeurs que la manière d'envisager les rapports entre foi et pouvoir. En ce sens, Saladin incarne un équilibre rare qui dépasse la simple opposition entre guerrier et roi, entre croyant et stratège. Ce trait particulier explique en partie la fascination que son personnage continue de susciter à travers les siècles. Poursuivant cette exploration, il est désormais pertinent de s'intéresser plus précisément à ses techniques militaires et à la manière dont elles complétaient et servaient cette vision politique et religieuse. La prochaine étude détaillera comment ces campagnes, sa capacité d'organisation et son sens tactique prolongèrent et consolidèrent l'œuvre entreprise dans ce cadre. La figure de Saladin dans la tradition musulmane et chrétienne, Saladin occupe une place singulière dans l'histoire du Moyen-Orient et des croisades. Son nom, souvent évoqué avec respect, incarne à la fois une réalité historique précise et une légende bâtie au fil des siècles. Je me propose d'examiner avec rigueur la construction de cette figure, en distinguant les éléments attestés par les sources des interprétations ultérieures, afin d'éclairer sa perception contrastée dans les mondes musulmans et chrétiens. Né en Syrie dans la seconde moitié du XIe siècle, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub appartient à une lignée kurde engagée dans l'armée turque seldjoukide. Son ascension débute véritablement lorsqu'il rejoint le service de Nur ad-Din, un chef musulman soucieux d'unifier les territoires et de résister aux incursions européennes. Ce contexte politique complexe façonne sa carrière militaire et diplomatique. Sa réputation de compétent stratège se forme dans ce climat de conflit persistant
où alliances et trahisons sont fréquentes. L'événement fondateur de sa notoriété réside dans la reconquête de la ville de Jérusalem en l'an 1174. Cette ville, sacrée pour les 3 grandes religions abrahamiques, avait été conquise par les croisés au cours de la première croisade près d'un siècle auparavant. La reconquête de Saladin n'est pas simplement un triomphe militaire. Elle symbolise une victoire stratégique et morale pour le monde musulman. Cependant, il importe de relativiser la simplicité de cette image du libérateur. Les chroniques contemporaines soulignent autant son sens de la justice et sa magnanimité envers les vaincus que sa détermination ferme et parfois impitoyable. Ainsi, plusieurs récits évoquent des traités de paix refusés ou des épisodes de siège particulièrement rudes, où l'intérêt militaire prime sur les principes humanitaires. Les sources chrétiennes alimentent une autre représentation de Saladin. Pour certains chroniqueurs occidentaux, il apparaît souvent comme l'ennemi redoutable, mais respectable par sa noblesse d'âme. La littérature médiévale européenne le présente parfois comme un modèle d'un chevalier digne, ce qui dénote un certain respect pour son courage et son habileté. Cette image contraste avec la déshumanisation fréquente d'autres figures ennemies des croisades. Il convient cependant de comprendre que cette vision part souvent d'un regard quelque peu idéalisé, voire mythifié par des récits littéraires et des poèmes épiques qui se sont multipliés à partir du XIIe siècle. Du côté musulman, la figure de Saladin s'inscrit dans une tradition de construction héroïque. Les textes arabes postérieurs à sa mort soulignent son rôle de défenseur de l'islam face à l'invasion croisée et son action pour restaurer l'unité politique fragmentée de la région. On lit dans ses sources un grand respect pour sa piété et son engagement en faveur d'une gouvernance juste. Cependant, il convient de rappeler que ces récits, tout en s'appuyant sur des faits, ont souvent été élaborés dans un but didactique ou légendaire, participant à la formation d'un idéal de dirigeant musulman. Une attention particulière doit être portée aux mythes entourant certains épisodes de sa vie. Par exemple, la célèbre histoire de sa clémence envers les défenses de Jérusalem, avec la délivrance des habitants contre une rançon raisonnable, est largement reprise par les sources occidentales comme preuve de sa courtoisie chevaleresque. Or, des documents plus récents permettent de nuancer cette version, indiquant que des négociations étaient avant tout dictées par des considérations stratégiques et économiques. Ces mythes, sans pour autant déformer complètement la réalité, participent à la construction d'une image équilibrée entre force et justice. Saladin est également l'initiateur de la dynastie Ayyubide qui marque durablement la région. Par ses efforts pour unifier l'Égypte, la Syrie et le Yémen, il établit un ordre politique qui survivra à sa disparition. Sa politique intérieure témoigne d'un souci pragmatique d'administration et de conciliation entre diverses communautés. Ses relations avec les populations chrétiennes et juives sous son contrôle sont marquées par une relative tolérance, même si ce terme doit être compris dans le contexte médiéval et non selon les concepts modernes de droits humains. Cette approche pragmatique contribue à expliquer la pérennité de sa réputation positive. Du point de vue militaire, Saladin fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable, combinant force de frappe et stratégie d'usure. Il sait utiliser aussi bien la guerre ouverte que la diplomatie lorsque cela sert ses intérêts. Ses campagnes contre les croisés sont souvent caractérisées par la patience et la prudence, évitant les affrontements inutiles. Cette maîtrise tactique lui permet de regagner progressivement des territoires perdus et de consolider son pouvoir. L'importance de son charisme personnel ne doit pas non plus être sous-estimée, car elle favorise la loyauté de ses troupes et le soutien de ses alliés. Il convient de souligner que la postérité historique a largement contribué à amplifier certains traits de sa personnalité.
au point de faire de lui une figure presque mythologique. Tant dans le monde arabe que chrétien, il est devenu un symbole. Pour les premiers, il incarne la résistance héroïque face à l'Occident. Pour les seconds, il est à la fois un ennemi digne et un héros chevaleresque. Ces perceptions, forgées au fil des siècles, reflètent autant les réalités médiévales que les besoins contemporains d'appartenance identitaire. La légende de Saladin traverse également des œuvres artistiques et littéraires de nombreuses époques. Son image est revisitée dans des poèmes, des romans et plus récemment dans des films ou documentaires, renforçant l'idée d'une figure universelle, capable d'inspirer des valeurs telles que le courage, la justice ou la tolérance. Ces réinterprétations participent à maintenir vivante la mémoire de sa vie, tout en la rendant accessible à des publics variés, bien souvent éloignés du contexte historique original. En synthèse, l'étude de Saladin oblige à dépasser la simple opposition manichéenne entre héros et ennemis. Sa trajectoire présente une complexité que dévoilent les sources croisées et la distance historique. Loin d'être un homme de légende uniquement, il s'inscrit dans une époque où la politique, la guerre et la foi se mêlent étroitement. La richesse de son parcours témoigne de cette réalité, traduite en une figure à la fois historique et mythique, dont l'image continue d'évoluer selon les interprétations et les attentes des différentes cultures. Ainsi, en se penchant sur sa vie et son héritage, on perçoit combien le regard porté sur les personnages historiques peut être façonné par le contexte, les intérêts et les imaginaires. Cette exploration attentive ouvre la voie à une compréhension plus nuancée du passé, qui prépare naturellement à l'examen des événements ultérieurs, notamment ceux qui concernent la chute de Jérusalem et les conséquences à long terme des croisades. Les défis internes et externes durant son règne. Le principal défi interne résidait dans la consolidation de l'autorité sur l'Égypte récemment conquise. Cette région, sous le contrôle fatimide, disposait de structures traditionnelles solidement enracinées. La transition vers une administration sunnite, impulsée par Saladin, provoqua des résistances dans les élites locales et au sein de la population. Par ailleurs, de nombreux chefs militaires égyptiens, longtemps habitués à un certain degré d'autonomie, redoutaient de perdre leur influence. Analyser ces tensions permet de mieux comprendre l'art délicat avec lequel Saladin sut négocier des compromis tout en renforçant son pouvoir central. Sa politique sut intégrer les prétendants et opposants dans un système où chacun trouvait un rôle, préservant ainsi l'unité dans la diversité. Parallèlement aux défis internes, Saladin dut faire face à une menace hors de ses frontières qui n'épargnait aucun souverain du Levant à cette époque. Les forces des royaumes croisés établis dans la région restaient une menace constante, leur présence nécessitant une vigilance permanente. Ces entités polythéistes étaient animées par des objectifs expansionnistes et par un attachement profond à leur possession, notamment Jérusalem, dont la conquête représenterait à la fois un but militaire et symbolique. Les conflits débutèrent bien avant son règne, mais Saladin les intensifia en adoptant une posture offensive, cherchant à étendre son contrôle au-delà des défenses adverses tout en évitant des pertes inutiles. Saladin développa ainsi une stratégie politique pragmatique, associant des opérations militaires ciblées à des négociations habiles avec ses opposants. Cette double approche était nécessitée par la multiplicité des fronts au sein de son empire. Développer simultanément la défense contre les croisés dans le nord et pacifier les provinces du sud exigeait une organisation logistique complexe. Cette capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément, sans jamais sacrifier la cohérence politique, souligne son aptitude au commandement d'une ampleur exceptionnelle pour cette époque. Son héritage repose en partie sur cette remarquable gestion de crise prolongée. Malgré ses difficultés,
Saladin réussit à instaurer un climat de coopération avec certaines factions musulmanes rivales, souvent rivales depuis longtemps. Son aptitude à tisser des liens par le biais de la religion, renforcée par le soutien à l'islam sunnite, fut un levier important qui lui permit de rallier les élites et les masses. La restauration des institutions islamiques traditionnelles contribua à la légitimation de son pouvoir, tout en favorisant l'intégration des territoires sous son commandement. Cette concordance religieuse, certes parfois instrumentalisée, permit de réduire les fractures sectaires qui menaçaient la cohésion de l'ensemble. Il faut également examiner la gestion de la diplomatie extérieure durant cette période. Les alliances fluctuantes entre les États croisés, les principautés chrétiennes orientales et même certains royaumes musulmans voisins rendèrent la scène politique extrêmement volatile. Saladin démontra une maîtrise remarquable en tirant parti de ces rivalités, renforçant son influence tout en affaiblissant celle de ses adversaires par des pactes stratégiques, des accords d'échange et des trêves temporaires. Cette diplomatie réaliste s'inscrivait dans un but précis: prolonger la stabilité intérieure et préparer la reconquête militaire sans provoquer d'effondrement général. Le traitement réservé aux populations conquises fut un autre aspect fondamental de sa politique. Contrairement à certains dirigeants de son époque, Saladin privilégia une approche qui alliait pragmatisme et humanisme, encourageant la coexistence pacifique entre chrétiens, musulmans et autres communautés sous sa tutelle. Bien que la rivalité religieuse demeurât vive, son respect pour les pratiques et traditions locales favorisa une relative tranquillité, indispensable pour la reconstruction des territoires affectés par les guerres. Cette politique permit également de limiter les révoltes internes, souvent déclenchées par des persécutions ou des excès administratifs dans d'autres régions. Dans le domaine militaire, les difficultés étaient nombreuses. Saladin devait continuellement adapter ses armées à la diversité des terrains, aux différentes tactiques ennemies et à la logistique de la guerre prolongée. L'approvisionnement des forces, souvent réparties sur de vastes distances, nécessitait un système efficace de communication et de gestion des ressources. Par ailleurs, la formation et la discipline des troupes prenaient une place centrale, car les alliés de circonstance et les contingents hétérogènes formaient un assemblage peu homogène. Le généralisme de Saladin se manifestait dans sa capacité à unifier ces forces disparates autour d'un objectif commun, tout en optimisant leur efficacité. La question de la succession politique et dynastique constituait également un enjeu intérieur délicat. Saladin, conscient des risques liés à toute transition de pouvoir, s'efforça d'établir un équilibre entre ses fils et ses frères, distribuant les responsabilités de manière à éviter les conflits ouverts. Le maintien de l'intégrité territoriale dépendait en grande partie de cette gestion. Même après sa disparition, les problèmes liés à cette succession démontrèrent la complexité des arrangements qu'il avait mis en place, souvent remis en cause par des ambitions opposées. Cet aspect souligne la permanence de la dimension politique dans l'exercice du pouvoir, au-delà des victoires militaires. Enfin, le contexte économique méritait une attention particulière durant ce temps troublé. Le maintien de l'ordre et l'entretien des armées exigeaient des ressources considérables. Les revenus des terres, des commerces et des taxes devaient être précisément calculés et exploités. Saladin mit en place des mécanismes de gestion fiscale qui, tout en respectant les contraintes sociales et culturelles, favorisèrent le financement des campagnes militaires et des infrastructures. Cet équilibre délicat entre besoins immédiats et développement durable contribua à la pérennité de son règne malgré les épreuves. Le parcours de Saladin, marqué par ses défis internes et externes, révèle la complexité d'une époque où les ambitions militaires ne pouvaient se dissocier des réalités politiques et sociales.
Sa capacité à conjuguer force et diplomatie, tradition et innovation, constitue un modèle de gestion des conflits et des crises. Ce regard sur son règne invite à mieux comprendre comment un chef d'État médiéval pouvait concilier des intérêts divergents tout en poursuivant un objectif stratégique clair, préparant ainsi le terrain pour les événements subséquents de la région. La prochaine étape examinera plus en détail ses campagnes militaires et les affrontements décisifs qui caractérisèrent cette époque. L'héritage militaire et politique de Saladin après sa mort. À la mort de Saladin en l'an 278 selon le calendrier grégorien, son empire ne s'est pas effondré immédiatement, bien que plusieurs défis internes et externes aient rapidement émergé. Sa famille, notamment sa dynastie ayoubide, a maintenu une certaine cohérence politique dans diverses régions, notamment en Égypte, en Syrie et dans la péninsule arabique, en s'appuyant sur les structures solides qu'il avait établies. Ceci a permis de perpétuer un système de gouvernance fondé sur la centralisation relative et la délégation efficace. Militairement, les tactiques employées par Saladin ont influencé les générations suivantes. Sa capacité à mobiliser des forces hétérogènes, issues de différentes cultures et religions pour former un front uni contre les armées croisées, a démontré une approche pragmatique de la guerre. L'art de la guerre sous son commandement combinait habilement la force brute avec la diplomatie et l'usage stratégique de négociation. Cette méthode a servi de modèle à d'autres dirigeants musulmans qui cherchaient à défendre leur territoire face aux ambitions européennes. Sur le plan politique, Saladin a instauré un équilibre subtil entre la légitimité religieuse et le pouvoir séculier. Il a agi non seulement en chef de guerre, mais aussi en sultan soucieux de l'administration et du bien-être des populations sous son contrôle. La consolidation des institutions, telles que les corps administratifs chargés de la justice, de la finance et de la sécurité, a permis une gestion efficace des vastes territoires qu'il dominait. Cette organisation a facilité la stabilité régionale malgré les tensions persistantes dues aux croisades et aux rivalités internes. Un autre aspect important de son héritage est la réputation qu'il a laissée auprès des Européens. À la fois adversaire redouté et personnage respecté, la figure de Saladin est devenue presque mythique. Cette perception a contribué à une meilleure compréhension interculturelle dans un contexte de conflit. Son comportement envers les prisonniers et les populations conquises était souvent marqué par une clémence rare pour l'époque, ce qui a renforcé son image de leader honorable et stratégique. Cela a modifié, dans une certaine mesure, la manière dont les Européens concevaient leurs ennemis au-delà des simples antagonismes militaires. Les dynasties qui ont suivi Saladin ont également tiré parti de son héritage. Elles ont tenté de reproduire ses succès militaires tout en adaptant ses stratégies aux nouvelles réalités politiques du Moyen-Orient. L'établissement de liens diplomatiques avec diverses puissances, y compris des principautés chrétiennes et des empires voisins, a été l'un des aspects repris de sa politique. Cette démarche visait à éviter l'isolement et à protéger les intérêts des États musulmans face aux menaces extérieures. Par ailleurs, l'impact culturel et religieux de Saladin ne saurait être sous-estimé. Il a contribué à la restauration et à la protection de lieux saints, notamment à Jérusalem, dont la prise a été un tournant historique majeur. Le respect accordé aux symboles religieux, allié à une gestion pragmatique des populations locales, a permis de maintenir une coexistence relative entre diverses communautés. Cette politique a inspiré des coutumes diplomatiques qui ont perduré bien après la fin de son règne. Sur le plan militaire, les écrits pour des chroniqueurs et stratèges postérieurs témoignent de l'admiration portée à ses campagnes. Des manuels de guerre médiévaux s'inspirent de ses engagements pour illustrer l'importance de la coordination, de la rapidité et de la ruse. L'héritage matériel,
tels que le développement des fortifications et des infrastructures militaires, s'est également transmis dans plusieurs régions, renforçant la défense des territoires sous contrôle musulman pendant plusieurs décennies. Il convient également de noter la vision politique que Saladin avait pour l'unité musulmane. Bien que sa dynastie n'ait pas toujours réussi à maintenir cette unité sur le long terme, son idéal a inspiré plusieurs mouvements et gouvernements musulmans. L'effort de rassembler des factions souvent rivales sous une bannière commune contre des ennemis extérieurs a posé les bases d'une résistance plus organisée face aux incursions croisées. Cela a influencé la diplomatie régionale et a favorisé une meilleure coordination entre différents groupes ethniques et religieux. Les tensions et rivalités internes qui ont suivi son décès ont toutefois illustré les limites de son système. Les luttes pour le pouvoir entre ses héritiers et les prétendants rivaux ont fragilisé certaines parties de son ancien royaume, exposant ces territoires à des invasions et à des turbulences. Malgré cela, l'influence idéologique de Saladin a perduré, conservée dans les traditions et la mémoire collective comme exemple de gouvernance efficace et de conduite militaire exemplaire. En résumé, le legs de Saladin dépasse le simple cadre des batailles remportées. Il réside dans l'ensemble des structures qu'il a instaurées, dans l'équilibre entre la force et la diplomatie, ainsi que dans la capacité à inspirer respect et loyauté. Cette synthèse a permis de solidifier une base politico-militaire dont les échos se sont fait sentir bien après sa disparition. Son nom reste associé à l'exemple d'un chef capable de conjuguer vision stratégique à long terme et maîtrise des réalités du terrain, préfigurant des formes modernes de gouvernance et d'inscription dans l'histoire. Alors que cette période historique se referme, il est possible d'observer comment les événements postérieurs continuent à refléter cette influence. Des alliances se nouent et se dénouent, les idéologies s'affrontent, tout en gardant en mémoire les fondations posées par ce leader majeur. Le récit de son héritage ouvre ainsi la voie à l'étude des transformations politiques et militaires qui caractérisent la région au siècle suivant, préparant le terrain pour l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles dynamiques au Moyen-Orient. Réflexion sur l'importance historique de Saladin Saladin, connu en arabe sous le nom de Salah ad-Din, est une figure majeure de l'histoire du Moyen-Âge dont l'influence s'étend bien au-delà de son époque. Né dans la seconde moitié du XIIe siècle, il s'est imposé non seulement comme un chef militaire habile, mais aussi comme un diplomate avisé, capable de réunir des forces diverses sous une seule bannière. Son ascension commence dans un contexte politique et religieux complexe, marqué par les conflits incessants entre les croisés et les États musulmans installés en Terre Sainte. Au cœur de cette époque troublée, Saladin réussit à unir plusieurs factions rivales, notamment les différentes tribus kurdes et les seigneurs musulmans, ce qui était une tâche loin d'être aisée compte tenu des intérêts divergents et des querelles internes fréquentes. Il développa une stratégie politique rigoureuse, fondée sur la consolidation du pouvoir interne et sur le respect des traditions islamiques, qui lui permit de renforcer progressivement son autorité et d'étendre son influence à travers la région. Sur le plan militaire, Saladin est surtout célèbre pour sa campagne visant à reprendre Jérusalem, une cité d'une importance symbolique et religieuse considérable pour les chrétiens comme pour les musulmans. Après plusieurs années d'affrontements et d'alliances fluctuantes, il parvint à s'emparer de la cité sainte sans recours à la violence extrême, favorisant une capitulation négociée qui permit une certaine coexistence des communautés. Ce siège de Jérusalem, en l'année 1270, marque un tournant décisif dans l'histoire des croisades. Sa capacité à combiner efforts militaires et négociations diplomatiques était remarquable. Saladin ne se contentait pas de diriger par la puissance. Il reconnaissait la nécessité d'une approche pragmatique et mesurée.
Cette combinaison lui permit de stabiliser les territoires qu'il contrôlait tout en maintenant une certaine ouverture envers ses adversaires, évitant ainsi des conflits prolongés qui auraient pu affaiblir ses forces. Cette posture ancrée dans la rationalité et la modération contribua à son prestige durable. Par ailleurs, l'image de Saladin a souvent été nourrie par des récits produits tant par les chroniqueurs musulmans que par les auteurs occidentaux. Ces sources, bien que parfois divergentes dans leur interprétation, s'accordent sur son intelligence stratégique et sa capacité à inspirer loyauté et respect, même chez ses ennemis. Il incarne ainsi une figure au-delà des clivages confessionnels, symbolisant un idéal de leadership soutenu par la compétence et le sens de la justice. Dans le cadre des croisades, Saladin fut confronté à des adversaires redoutables, notamment les seigneurs croisés et les chevaliers occidentaux. Cependant, sa supériorité résidait autant dans sa maîtrise des manœuvres militaires que dans sa compréhension profonde des enjeux politiques et culturels de la région. Cette double compétence lui permit de gérer les conflits sans recourir systématiquement à la force brute, privilégiant souvent des solutions pacifiques lorsque les circonstances le permettaient. Il est également important de noter le rôle joué par Saladin dans la gestion des biens et des ressources, ainsi que dans l'organisation administrative des territoires qu'il gouvernait. Il instaura un système fondé sur la justice et l'équité, assurant une répartition des terres et des revenus qui favorisait la stabilité économique et sociale. Cette politique contribua à renforcer la légitimité de son pouvoir et à asseoir durablement la paix dans les zones sous son contrôle. Malgré son image de chef militaire victorieux, Saladin est aussi reconnu pour son respect des traditions intellectuelles et culturelles de son temps. Il soutenait les savants, les théologiens et les poètes, encourageant le développement des sciences et des arts dans les territoires qu'il administrait. Cette promotion du savoir participe à l'idée d'un leadership éclairé, attaché non seulement à la conquête, mais aussi à l'épanouissement de la civilisation musulmane. En analysant son comportement face aux croisés, il apparaît que Saladin faisait preuve d'une grande capacité à intégrer les différentes dimensions du conflit, qu'elles soient guerrières, diplomatiques ou culturelles. Plutôt que de se limiter à une confrontation frontale, il utilisait les alliances, la négociation et la gestion stratégique des ressources pour atteindre ses objectifs. Ce mode de gouvernance, fondé sur la coopération et le pragmatisme, reflète une vision globale et une compréhension fine des dynamiques en présence. Il convient également de mentionner l'importance des circonstances géopolitiques dans lesquelles Saladin évolua. Son règne coïncida avec une période de transformation profonde dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient, où les échanges économiques, culturels et militaires s'intensifièrent. Saladin sut exploiter ces évolutions pour renforcer son pouvoir, notamment en jouant sur la rivalité entre les différentes puissances occidentales engagées dans les croisades. Les récits historiques montrent que la figure de Saladin transcende son époque, influençant la mémoire collective de plusieurs civilisations. Son leadership est perçu non seulement à travers ses succès militaires, mais également comme un exemple d'intégrité et de respect des principes, qualité rare dans le contexte conflictuel de son temps. Cette perception contribue à expliquer sa place singulière dans l'histoire mondiale et son étude continue dans les milieux académiques. Son rôle en tant que stratège est souvent souligné pour son aptitude à concevoir des campagnes militaires cohérentes, tenant compte à la fois des forces et des faiblesses de ses ennemis. Il sut adapter ses tactiques aux situations variées, que ce soit dans des batailles campales ou lors de sièges prolongés. Cette flexibilité stratégique lui permit de surmonter des obstacles parfois insurmontables, consolidant ainsi son ascendant sur les différentes factions. Quant à son rôle diplomatique, Saladin manifesta une habileté remarquable dans l'art de la négociation
et dans le maintien de relations pragmatiques avec des acteurs multiples. Cette capacité à dialoguer avec des interlocuteurs aux objectifs souvent antagonistes favorisa la paix relative dans les territoires soumis à son autorité. Elle permit également de préserver un certain équilibre régional, évitant que la guerre ne devienne chronique. Le courage personnel de Saladin, même s'il n'est pas l'élément central de son influence, ne saurait être ignoré. Les sources relatent son implication directe dans des opérations militaires et son engagement constant aux côtés de ses troupes. Cette présence sur le terrain, loin d'être uniquement symbolique, renforça la confiance de ses hommes et conforta son autorité en position de commandement. L'importance de Saladin dans l'histoire des croisades réside aussi dans sa capacité à transcender le clivage religieux. Son attitude respectueuse envers les croyances adverses, notamment lors de la prise de Jérusalem, est un trait qui contraste avec la violence souvent associée à cette période. Cette approche modérée permet de voir en lui un acteur qui privilégiait la coexistence malgré les tensions, ce qui constitue un enseignement pour les générations suivantes. En conclusion, Saladin représente un modèle de leadership équilibré, intégrant compétences militaires, diplomatie et gestion administrative, dans un contexte marqué par les conflits et les rivalités. Son parcours illustre la possibilité de conjuguer efficacité et modération, affirmant ainsi un style de gouvernance tout à fait adapté aux défis de son temps. Cette synthèse de ses qualités stratégiques et humaines contribue à expliquer l'importance historique durable de sa figure. Son héritage dépasse le simple cadre de la guerre, puisqu'il a aussi joué un rôle dans la construction d'un ordre politique stable dans une région en proie à des turbulences majeures. Par le biais de ses actions, il a contribué à façonner un paysage où des échanges culturels et religieux pouvaient avoir lieu malgré la confrontation d'intérêts opposés. Cette dimension pacifique est une part essentielle de son apport à l'histoire mondiale. Ainsi, l'étude de Saladin offre une perspective riche et nuancée sur la complexité des relations entre le monde chrétien et le monde musulman durant le Moyen Âge. Elle invite à dépasser les clichés pour appréhender un personnage dont l'influence repose sur des fondations solides, construites par une action réfléchie et cohérente. En ce sens, son histoire continue de nourrir la réflexion historique et politique aujourd'hui. Cette analyse conduit naturellement à explorer, dans la suite de notre exposé, les autres figures majeures de cette époque, ainsi que les conséquences à long terme des croisades dans les sociétés concernées. Elle permet de mieux comprendre les dynamiques qui ont façonné le Moyen-Orient et l'Europe, ouvrant la voie à une approche toujours plus fine de cette période charnière de l'histoire.